Bonjour, on va parler de thermodynamique et on va voir aujourd'hui le premier principe de la thermodynamique. On va d'abord introduire un tout petit peu la thermodynamique en parlant des machines thermiques. On regardera les transformations qu'on fait sur les gaz avec les diagrammes pression-volume. On va énoncer le principe de la thermodynamique et puis on verra aussi les limites de ce premier principe. Alors au 19e siècle, les gens commencent à construire des machines à vapeur notamment. Là, j'ai mis un petit exemple d'une machine de Stirling et ces machines à vapeur fonctionnent avec des sources de chaleur. En fait, toute l'idée, c'est d'arriver à utiliser de l'énergie thermique pour en faire de l'énergie mécanique. Donc, en fait, on va travailler sur des gaz et on va transformer ces gaz pour qu'ils puissent à la fin nous donner un travail mécanique. Alors, on va voir les différents types de transformations qu'on peut faire sur ces gaz. Et on va voir ça sur les diagrammes, ce qu'on appelle les diagrammes pression et volume. Alors le premier type de transformation qu'on peut faire à un gaz, c'est les transformations isochore, volume constant. On peut avoir aussi des transformations isobariques, donc avec pression constante. On peut avoir d'autres types de transformations, les transformations isothermes, donc à température constante. Donc là, on va de A à B sur cet isotherme. On avait vu avec la loi de Boole-Mariotte que pour une transformation isotherme, le produit de P fois V était toujours constant. Et puis, on va avoir d'autres types de transformations qu'on va appeler les transformations adiabatiques. Alors, c'est les transformations qui sont rapides. Le système est isolé, et comme le système est isolé, il ne peut pas échanger d'énergie thermique avec le milieu extérieur. Donc on aura toujours Q égale 0. Et on va essayer de voir sur les diagrammes comment on peut distinguer les transformations isothermes des transformations adiabatiques. Alors par exemple, on va faire d'abord une compression isotherme et puis ensuite une compression adiabatique. Alors compression, ça veut dire que le volume va diminuer, la pression va augmenter. Alors je suis d'abord en bleu sur ma courbe isotherme. Donc je vais avoir ici une source froide. Et quand j'arrive ici, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la source froide et isoler mon système. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Puisque mon gaz ne peut pas échanger d'énergie avec l'extérieur, en continuant à comprimer, la température à ce moment va augmenter. Donc en fait, pour pouvoir distinguer l'isotherme de l'adiabatique, ben, la compression adiabatique ici va avoir une pente beaucoup plus importante que la courbe isotherme. Alors maintenant, on pourrait voir ça dans l'autre sens. On fait une détente isotherme et adiabatique. Donc la détente, c'est que le volume augmente et la pression baisse. Donc pour que le volume augmente, je vais apporter une source chaude à mon gaz et donc il va travailler. Voilà. Et à ce moment-là, je vais supprimer la source chaude et isoler mon système. À ce moment-là, puisque le système ne peut pas échanger d'énergie avec le milieu extérieur, en continuant à augmenter le volume, à ce moment-là, la température va diminuer. Donc là, on voit encore que la courbe de l'adiabatique est beaucoup plus pentue que la courbe isotherme. Alors, l'idée, c'est que les gaz, on leur fait faire des transformations pour qu'ils puissent à la fin nous donner un travail W. Alors, si on a toutes les molécules qui sont dans un cylindre, elles peuvent taper en fait un piston, donc exercer des forces sur la surface du piston. Donc la surface du piston, ça sera S. Et on va déplacer ce piston sur une petite longueur delta L. Alors si je regarde maintenant, donc je pousse le piston, et si je veux avoir l'expression du travail de cette force, ça va être la force, le produit scalaire de la force et du déplacement, donc F fois delta L. Mais on sait que la pression du gaz, c'est la force exercée par les molécules divisée par la surface sur laquelle s'applique la force. Alors, avec ces deux expressions, on peut avoir maintenant une nouvelle expression du travail qui est que W est égal à P fois delta V. Alors, on peut aussi regarder maintenant, voir comment on peut trouver le diagramme, le travail réalisé par un gaz sur un diagramme pression-volume. Par exemple, je pars de A, je vais en B, alors le volume augmente. À ce moment-là, le gaz est en train de pousser le piston et on va avoir un travail qui va être positif. Et en fait, si on veut avoir la valeur du travail, ça correspond aussi à l'air qui est sous cette courbe-là. Maintenant, si je vais de B à C et je ne change pas de volume, à ce moment-là, il n'y a pas de travail. Maintenant, je vais aller de C à D. Et là, à ce moment-là, je recomprime le gaz. Donc en fait, c'est le gaz maintenant qui reçoit le travail. Ça sera un travail qui va être négatif. Et si je veux regarder comme la façon dont je peux trouver le travail sur la courbe, ça va être encore l'air compris en dessous de la courbe CD. Maintenant, si je reviens à A,
j'ai pas de variation de volume, donc j'ai un travail qui est égal à 0. Donc maintenant, si je voulais avoir le travail net, le travail total réalisé par le gaz, ça serait tout simplement l'air qui est sous la courbe, enfin prise dans le rectangle ABCD. Donc j'ai mis ici en rouge. Voilà le travail total qui est réalisé par le gaz au cours d'un cycle. Alors maintenant, on peut évidemment avoir des cycles un peu plus complexes, mais à tout moment, en tout cas, le travail réalisé par le gaz sera l'air qui sera comprise à l'intérieur du cycle. Alors on va essayer d'énoncer maintenant le premier principe de la thermodynamique, qui dit que pendant toute transformation, on aura toujours conservation de l'énergie. Alors au niveau des énergies, on va avoir l'énergie thermique et puis du travail, et puis l'énergie interne de mon gaz, de mon système. Donc la loi dit qu'au cours d'une transformation d'un système fermé, la variation de l'énergie interne de ce système est égale à la quantité d'énergie échangée avec le milieu extérieur sous la forme d'énergie thermique Q et de travail W. Alors une façon mathématique de résumer, c'est dire que la variation d'énergie interne U en joules est égale à Q moins W, le travail réalisé par le gaz. Parfois, certaines personnes dans des ouvrages marquent Q plus W, mais en fait, en tout cas, nous, on va prendre W égale plus P fois la variation de volume. Alors, si maintenant on a un gaz parfait, ça veut dire que l'énergie interne est directement, simplement liée à la température du gaz. Ça veut dire que si j'apporte de la chaleur sous forme d'énergie thermique à mon système, à ce moment-là, on va avoir ce gaz qui va travailler. Maintenant, si je comprime le gaz, à ce moment-là, le gaz va expulser de la chaleur vers le milieu extérieur. Je voudrais pouvoir essayer de montrer tout ça sur un exemple. On va prendre un cas d'une transformation qui est isotherme, et puis on va voir un petit peu après la limite du premier principe pour les machines à vapeur. Donc je pars ici d'une pression PI d'un volume VI. J'ai un gaz qui va appuyer sur un piston. Je vais me déplacer sur une isotherme. Alors si c'est une isotherme, ça veut dire que la température est toujours constante, donc la variation d'énergie interne sur cette courbe sera toujours égale à 0. Donc on va avoir l'énergie thermique qui va être apportée, qui va être transformée en travail. Alors je vais apporter une source chaude, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon gaz va travailler, et on va avoir le piston qui va aller vers le haut. Alors maintenant, si je veux avoir l'expression du travail qui a été fait par ce gaz, bah, ça va être l'air sous la courbe. Maintenant, si je veux revenir à ma position initiale, parce que si j'ai un moteur thermique, évidemment, je veux que le gaz puisse refaire à chaque fois un cycle. Donc là, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais prendre par exemple des masses, et puis laisser les masses comprimer le gaz. J'ai supprimé la source de manière à ce que le gaz, pour qu'il reste à température constante, puisse expulser l'énergie thermique. Alors, maintenant, quel est le travail qui a été réalisé quand on a comprimé le gaz? Eh bien, c'est la même courbe, enfin, c'est la même R qu'avant, sauf qu'elle sera négative. Et en fait, le problème, c'est que sur l'ensemble de ces transformations, le travail total réalisé par le gaz est égal à 0. Ça va être donc la limite du premier principe de la thermodynamique, qui est qu'il explique très bien les transformations d'énergie. Simplement, c'est que pour faire marcher un moteur, je veux évidemment que le gaz puisse prendre plus de volume et pousser un piston. Mais si je dois, moi, à la fin, pouvoir être obligé de réappuyer sur le gaz pour pouvoir refaire marcher le moteur, ça pose un problème. Donc en fait, ça sera d'ailleurs un des premiers termes du second principe de la thermodynamique, c'est qu'on ne pourra pas faire marcher de moteur thermique avec une seule source de chaleur comme on a pu essayer de le faire ici.